Ok, alors bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent en roue libre, je suis professeur particulier de NSI et dans cet épisode hors série de la chaîne, on va s'intéresser à l'Union Européenne et surtout du point de vue légal. Donc ce cours, je vous l'admets, il est totalement exclusif et n'a aucun rapport avec le reste de la chaîne, si ce n'est que c'est des cours. Mais donc voilà, en gros, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'UE. Bon, l'Union Européenne, c'est quoi? Bon, dans l'idée, c'est 27 pays d'Europe qui ont décidé de faire un traité, une sorte d'alliance en fait, sur plein d'aspects différents. Alors le point le plus connu évidemment de l'Union Européenne, c'est que si un des pays de l'Union Européenne se prend une guerre, et ben tous les pays vont venir soutenir le pays donc dans sa guerre. Mais évidemment, c'est pas du tout la seule chose qu'il y a plein de choses aussi au niveau du commerce qui rentrent en jeu, ainsi que des déplacements, et ça crée plein de droits, d'obligations et de libertés, que ce soit pour les États, mais aussi pour les citoyens. Bon, qui dit alliance dit il faut s'organiser, il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Alors évidemment, c'est pas un seul État qui décide dans l'Union Européenne, en fait c'est un peu tous les États qui vont décider. Il y a donc plusieurs organes de direction, et le premier qu'on a, c'est la Commission européenne. La Commission européenne, c'est un peu le moteur de l'Union Européenne. Elle propose des lois et elle veille à ce que celles-ci soient respectées. On l'appelle même gardien des traités, et ouais, ça fait un peu super-héros bureaucratique. Imaginez un peu cette commission comme le chef cuistot qui va préparer une loi et qui va ensuite la proposer à d'autres commissions. Le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, donc à ne pas confondre avec les autres conseils dont on va parler après, en fait c'est les représentants de chaque pays, en gros les ministres, qui négocient et qui adoptent les lois avec, troisième commission, le Parlement européen. Le Parlement européen, c'est la voix des citoyens, avec 705 eurodéputés élus. Les eurodéputés, ils viennent un peu de chaque pays de l'Union européenne, mais tous les pays n'ont pas le même nombre de députés. Par exemple, nous en France, on a 81 eurodéputés, les Italiens, ils en ont 76, l'Espagne en a 61, ainsi de suite. Et les eurodéputés sont des députés dans le pays d'origine, bien sûr. Donc le Parlement et le Conseil européen forment un duo qui va adopter les lois, ou les rejeter, bien sûr. Ce processus s'appelle la législative ordinaire, mais concrètement, retenez qu'aucune loi ne passe sans l'accord des deux. Et enfin, la Cour de justice de l'Union européenne qui est située au Luxembourg et qui concrètement est le juge suprême de l'Union européenne. Donc s'il y a un pays qui fait un peu n'importe quoi, et ben c'est là qu'on va venir le punir. C'est vraiment cette instance-là qui va trancher les disputes. Et donc faites bien attention parce que donc on a parlé juste avant du Conseil de l'Union européenne, sauf qu'il y a aussi le Conseil européen et c'est pas la même chose. Le Conseil européen en fait, ce sont les chefs d'État des 27 États membres de l'Union européenne qui vont décider de la stratégie en fait que va prendre l'Union européenne. Et tant qu'à clarifier les trucs, il y a encore un autre truc différent qui existe qui s'appelle le Conseil de l'Europe, ok? Le Conseil de l'Europe, il n'a rien à voir avec l'Union européenne. En fait, c'est une organisation internationale différente avec 46 pays qui défendent les droits de l'homme. Donc, ne confondez plus le Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Union européenne. L'un, c'est pour les droits de l'homme et l'autre, c'est pour faire passer des lois européennes. Bon, en gros, l'UE, c'est vraiment une organisation avec un statut plutôt unique. C'est 27 États qui forment une union supranationale, avec ses propres institutions, ses propres lois, lois qui s'imposent aux États et aux citoyens. D'ailleurs, ces lois de l'Union européenne, parlons-en. Il y a les traités, donc notamment le traité de Lisbonne qui est rentré en vigueur en 2009. C'est un peu la grande mise à jour de l'Union européenne. Il a été pensé pour la rendre plus moderne et plus efficace. Et son changement le plus important, c'est la création du TFUE, c'est-à-dire le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et concrètement, ce texte, il explique comment l'Union européenne fonctionne au quotidien. Comment fonctionne le marché intérieur, comment fonctionne l'euro, la concurrence, l'environnement, la justice. Bref, toutes les règles pratiques qui organisent la vie de l'Union. Donc pour résumer, le traité de Lisbonne, c'est la réforme et qui comprend justement la création du TFUE, qui est le mode d'emploi de l'Union européenne. Et on a également les actes juridiques dérivés. Donc là, on en trouve différents. Donc on a les règlements qui sont juste des lois applicables directement partout dans toute l'Union européenne. Donc par exemple le RGPD dont on va parler plus tard. Et on a ensuite les directives. Et les directives, c'est quoi? En fait, c'est plutôt des objectifs. Chaque pays a le choix d'appliquer ou même pas en fait des lois tant que l'objectif au final est respecté. Par exemple, l'Union européenne elle va dire zéro déchet d'ici 2030. Et donc ensuite, les pays font ce qu'ils veulent pour faire respecter cet objectif de par 2030. Chaque pays adapte ses propres lois pour y arriver tant que l'objectif est atteint. On a aussi d'autres actes juridiques dérivés, comme par exemple les décisions ou les recommandations, mais autant se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les règlements et les directives. Bon, pourquoi est-ce qu'on s'embête avec ça? Eh bien parce qu'en fait, comprendre et connaître les règles de l'Union européenne pour une entreprise, c'est crucial. Connaître les règles du marché, de la concurrence, de la donnée, c'est essentiel, c'est la base.
Et oui, nos États, ils ont accepté de partager leurs billes sur différents points. Et un de ces points, justement, c'est le marché commun. Alors parlons un peu du grand marché européen. Si on devait résumer en une phrase, on pourrait certainement dire libre-échange et la douane se tourne les pouces. Le marché unique européen, c'est vraiment la fierté de l'Union européenne. Depuis 1993, on a créé un espace où les biens, les services, les capitaux et les personnes circulent librement à travers les frontières des États. Bon, ces 4 libertés, elles sont gravées dans le marbre de l'Union européenne. Et concrètement, ça veut dire que transporter un produit de Lyon à Toulouse, c'est pas plus compliqué que de le transporter de Toulouse à Berlin. Enfin presque. En tout cas, terminer les droits de douane entre les pays de l'Union européenne. Donc en fait, il n'y a vraiment aucun droit de douane à l'intérieur de l'Union européenne et on a un droit de douane commun à l'extérieur de l'Union européenne. En fait, vous pouvez un peu imaginer une sorte de méga fête foraine où on avait à la base plein d'attractions qui chacun avait leur prix et en fait, on décide de toutes les unir pour que, une fois qu'on est dans le parc, on peut accéder gratuitement à toutes les attractions. Et du point de vue extérieur, par contre, bien sûr, il faut payer pour rentrer. Donc tant qu'on est dedans, c'est gratuit, et bien sûr, tant qu'on est à l'extérieur, il faut payer pour rentrer. Les tarifs d'importation sont les mêmes partout. Donc ça veut dire qu'un bien chinois, par exemple, qui est importé en France, il aura le même tarif douanier que s'il était importé en Pologne, parce que ce sont 2 États membres de l'Union européenne. Donc du coup, c'est plus vraiment possible de faire du shopping en passant par un État voisin pour essayer de payer un peu moins cher. Pour une entreprise européenne, cet accord, c'est vraiment le rêve. Plus de 450 consommateurs européens qu'on peut atteindre sans formalité douanière. Pas de TVA, pas de papier d'import-export à chaque pays. La libre circulation des biens, c'est du concret. Et par exemple, un camion qui part de France pour livrer des biens en Lituanie, il pourra passer par différents pays sans jamais se faire arrêter. Là où, s'il passait par la Suisse, par exemple, il se fait arrêter, c'est sûr. Et il n'y a pas que les marchandises. Il y a aussi la libre circulation des services. On peut rendre un service à n'importe qui dans l'Union européenne. Libre circulation des personnes, on peut se déplacer facilement dans l'Union européenne sans avoir besoin de passeport. On peut travailler, vivre et étudier dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Libre circulation des capitaux, on peut investir, déplacer son argent sans contrôle. Bref, c'est vraiment un terrain de jeu unifié pour les boîtes européennes. Et il y a également l'espace Schengen qui permet de se déplacer dans des pays qui ne sont pas de l'Union européenne, mais c'est autre chose. Retenez juste que voyager ou bosser dans l'Union européenne, c'est facile et c'est bon pour le business. Le pauvre douanier à la frontière franco-belge, maintenant, il s'ennuie bien vu qu'il n'y a plus rien à contrôler. Et la douane, elle est reportée aux frontières extérieures. Et là, par contre, ça déconne pas. L'Union européenne contrôle tout ce qui entre et qui sort pour protéger les entreprises, les États et les consommateurs. Ils vont vérifier qu'il n'y ait pas des contrefaçons, des produits dangereux, et également effectuer des vérifications alimentaires sur les aliments importés. Donc ouais, en fait, ouvrir grand entre nous, ça implique vraiment qu'à l'extérieur, ce soit carré. C'est un peu comme une coloc, porte ouverte entre les chambres, mais bonne serrure à la porte d'entrée. Mais ce qui est intéressant, c'est pas que le commerce interne, c'est également l'extérieur et comment l'Union européenne essaie de faire un peu un bras de fer aux puissances mondiales comme les États-Unis ou la Chine. Parce qu'une entreprise européenne qui sort de l'Union européenne entre dans la cour mondiale. Et là, l'Union européenne agit d'une seule voix pour nous tous. Qui décide de la politique commerciale? Eh bien, l'Union européenne seulement. Depuis le début, le traité de Rome a fait du commerce extérieur une compétence exclusive de l'Union européenne. C'est la fameuse politique commerciale commune. En gros, les 27 États négocient ensemble et se mettent d'accord sur comment est-ce qu'on vend les produits, quels sont les accords qu'on a à l'international, et il n'y a pas un pays qui a le droit de faire un petit deal dans son coin avec les États-Unis. Non, c'est vraiment commun, on a tous les mêmes accords dans l'Union européenne. Et c'est pareil pour appliquer un droit de douane sur tel ou tel produit. On a le même droit de douane partout, comme on l'a vu juste avant. Donc en fait, le but, c'est d'avoir plus de poids face à l'international et à la concurrence très rude, évidemment, à laquelle on fait face. L'Union européenne essaie donc de se placer comme un acteur majeur du commerce international. Elle a tout un réseau d'accords commerciaux avec plein de pays, le Canada, le Japon, les États-Unis. Et elle joue un rôle actif à l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC, c'est un grand ensemble de règles pour le commerce et surtout un endroit pour régler les litiges. C'est hyper important parce que si un pays triche par exemple, c'est là-bas qu'on va régler le problème. Et donc du coup, c'est vraiment un pilier du commerce international dont vraiment la stabilité en dépend. Bon, en ce moment, l'OMC a beaucoup de soucis, mais ça reste quand même le cadre qui permet d'éviter la loi de la jungle commerciale. Et d'ailleurs, l'Union européenne, elle a parfois dû jouer les shérifs. Elle peut dégainer des mesures de défense commerciale. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien concrètement, ce sont des outils pour se défendre de la concurrence déloyale extérieure à l'Union européenne. Le cas classique, c'est le dumping, quand un pays hors Union européenne vient vendre dans l'Union européenne des produits à des prix anormalement bas.
En fait, souvent ces entreprises sont soit subventionnées par l'État, soit d'elles-mêmes elles vendent à perte afin d'essayer d'écraser complètement la concurrence locale pour qu'ils fassent faillite et ensuite pouvoir gagner bien plus d'argent. Imaginons un panneau solaire coûte 500 euros en France et c'est un Français qui produit ce panneau solaire et qui le vend à des commerces et à des particuliers. Imaginons on pourrait avoir de la Chine, quelqu'un qui va venir en France vendre le même produit, la même qualité, mais le vendre 2 fois moins cher, par exemple à 250 euros. Forcément, les gens vont se ruer sur le produit et acheter donc le produit chinois jusqu'à ce que l'autre fasse faillite. Pour lutter contre ça, l'Union européenne va imposer des droits de douane sur ce produit chinois et donc en fait doubler le prix. Donc si tu veux vendre ton produit à des prix cassés, pas de souci, mais tu vas devoir payer très cher pour le faire. Donc l'anti-dumping, c'est l'exemple le plus courant de mesures de défense commerciale, mais il y en a plein d'autres, comme par exemple l'anti-subvention, quand un État subventionne trop une industrie. Il y avait une fois où il y a la guerre des pâtes, où des producteurs italiens se plaignaient d'importation déloyale de blé notamment. Ce genre de dossier anti-dumping, ça arrive régulièrement, et c'est du coup l'Union européenne qui enquête et qui tranche. Bref, le commerce international, c'est vraiment un sport où il faut travailler en équipe, mais être prêt à sortir le carton rouge si jamais il y a quelqu'un qui triche. Et pendant ce temps, il n'y a pas tout qui est négatif. On signe aussi des accords qui permettent d'ouvrir les marchés. Par exemple, récemment, avec le Canada, on a supprimé quasiment tous les droits de douane entre eux et nous. Et après le Brexit, on a également un accord avec le Royaume-Uni pour redéfinir les règles du jeu. Ok, parlons un peu de la concurrence maintenant, et pas la concurrence extérieure, la concurrence intérieure. C'est ce qu'on appelle le droit de la concurrence dans l'Union européenne. Et l'objectif, c'est que le marché soit équitable, qu'il n'y ait pas de position dominante qui écrase tout, et pas d'entente secrète entre entreprises pour arnaquer le consommateur ou mettre en danger d'autres entreprises. Les règles européennes de concurrence, elles s'articulent surtout autour de 2 articles. C'est le 101 et le 102 du TFUE. Interdiction des ententes concurrentielles. Ça, c'est l'article 101. Les accords entre entreprises qui faussent la concurrence sont proscrits. Le cas typique, c'est le cartel. En gros, ces entreprises qui ne sont pas liées entre elles, qui vont s'entendre pour fixer le prix d'une manière excessive, au lieu de se faire vraiment de la concurrence. Imaginez par exemple 3 boîtes qui distribuent de l'essence et qui se mettent d'accord pour le vendre partout à 2 euros le litre, donc vraiment pour avoir un prix complètement excessif. Donc en gros, vous détruisez la concurrence et c'est à votre avantage, puisqu'évidemment, si ça coûte 2 euros partout, tant mieux pour vous. Bon, c'est bien rigolo, hein, mais si vous faites ça et que la commission le découvre, elle va préparer le carnet de chèques parce que l'amende elle est salée. Ça peut être jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial. Article 102, c'est l'interdiction de l'abus de position dominante. Si une entreprise est ultra dominante sur son marché, elle n'a pas le droit d'en abuser. Un abus, ça peut être par exemple écraser les petits concurrents en vendant exprès à perte. L'autre exemple, c'est imposer des prix exorbitants aux clients qui n'ont pas d'autres alternatives. Ou également refuser l'accès à une infrastructure essentielle. Et ces pratiques, vraiment, l'Union européenne, elle les surveille de près. Parce que la Commission européenne, via cette direction concurrence, a de vrais enquêteurs. Un peu façon FBI, mais pour la concurrence. Perquisition au petit matin chez les entreprises suspectées d'entente, saisie d'emails, bref, il y en a pour tous les goûts. Et à la clé, des amendes records qui tombent, mais c'est pour la bonne cause, pour protéger à la fois, encore une fois, les pays, les consommateurs et les autres entreprises de la concurrence déloyale. Comme ça, pas de monopole écrasant et pas de magouille entre les copains du même secteur. Il y a un autre volet du droit de la concurrence important, c'est le contrôle des fusions. Si 2 entreprises de l'Union européenne veulent fusionner, par exemple si une entreprise va en racheter une autre, il faut l'accord de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que ça risque de très fortement diminuer la concurrence. Exemple fictif, si Coca voulait racheter Pepsi, bon, c'est un peu gros, mais imaginons. L'Union européenne, elle dirait sûrement « Ah bah non, là, si Coca rachète Pepsi, il n'y aura plus de concurrence au niveau des sodas, donc c'est refusé. » Donc même si 2 entreprises sont d'accord pour se marier, l'Union européenne a une sorte de droit de veto et peut annuler ces accords-là, si tant est qu'elle menace la concurrence. Il y a aussi la règle sur les aides d'État. Un gouvernement, il n'a pas le droit de subventionner comme ça une entreprise qui va mal pour lui donner un avantage injuste sur le marché européen. Sinon, ça serait trop facile. Oh tiens, mon champion national va mal, tiens, je lui file 3 milliards, et puis tant pis pour la concurrence étrangère. Donc les subventions publiques importantes doivent être validées par la Commission afin d'éviter ce genre de subventions illicites. Et il y a des exceptions lorsque par exemple il s'agit de soutenir l'innovation verte ou alors en cas de crise, par exemple le plan de relance Covid. Mais hors situation exceptionnelle, les États de l'Union européenne doivent faire vraiment attention. S'ils renflouent une entreprise à coût de millions, l'Union européenne peut exiger un remboursement.
En bref, le droit de la concurrence de l'Union européenne, c'est un peu la police de ce grand marché européen. Pour nos entreprises, ça veut dire un marché plus ouvert où les petits ont leur chance sans se faire tout de suite écraser par les géants. Et pour les consommateurs, ça veut dire plus de choix et plus de prix justes. Ok, passons au chapitre suivant, c'est-à-dire la propriété intellectuelle, ou en d'autres termes, comment protéger vos idées et vos créations. Alors il y a différents moyens de protéger sa propriété intellectuelle à ne pas confondre. C'est justement ce qu'on va essayer de voir dans ce chapitre. Tout d'abord les brevets. Les brevets sont pour les innovations. Si vous réussissez à inventer une valise volante qui marche avec l'énergie du soleil, ne laissez personne vous la voler. Un brevet permet de protéger une invention technique, mais pas n'importe quelle invention. Pour être brevetable, il faut une invention nouvelle, inventible et susceptible d'application industrielle. Autrement dit, ça a été créé avant, donc c'est nouveau. C'est pas une évidence. Vous n'êtes pas en train de dire je veux faire un stylo qui écrit en marron par exemple. Et il faut que ça puisse être utilisé et fabriqué concrètement. Donc ça c'est l'application industrielle. Et si vous remplissez ces critères, bingo, vous pouvez déposer un brevet pour votre idée. En Europe, ça se passe via l'Office européen des brevets pour avoir un brevet valable dans plusieurs pays. Un brevet unitaire qui couvre d'un coup plus de 17 pays de l'Union européenne. Le brevet, c'est 20 ans de monopole sur votre invention. Personne d'autre peut la fabriquer et peut la vendre. En échange, il faut divulguer son idée, donc publier le contenu dans la demande. En fait, le but, c'est de pousser au progrès. Pourquoi ? Parce que vous partagez votre idée et on vous laisse en profiter tout seul pendant un certain temps. Et après 20 ans, c'est fini, l'invention elle retombe dans le domaine public. Les marques. Les marques, ce sont les slogans, les logos, les noms d'entreprises ou de services, ou même de produits. Une marque déposée, elle vous donne l'exclusivité. Personne ne pourra appeler son produit Pepsi ou Coca-Cola, puisque ce sont des marques déposées. Sauf bien sûr l'entreprise qui détient la marque. Grâce à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, on peut déposer une marque qui couvrira tout de suite les 27 pays de l'Union européenne. En une seule demande, on a la protection dans toute l'Union européenne pendant 10 ans qu'on peut renouveler indéfiniment. Par contre, attention, parce que si dans un pays ça coince, par exemple dans un pays vous avez déjà cette marque qui a été déposée, là ça peut faire foirer le truc au niveau de l'Union européenne entière. C'est-à-dire que votre marque ne pourra pas être déposée dans l'Union européenne entière si jamais elle est déjà déposée dans un pays seul. Et pour l'anecdote, une marque ça peut être bien plus qu'un logo ou qu'un nom. Par exemple, le Touloum de Netflix, c'est une marque déposée. Ça peut également être une couleur. Mais attention, il faut que ce soit distinctif et non descriptif du produit. Vous ne pouvez pas déposer la marque banane pour des bananes. Par contre, vous pourriez le faire pour un ordinateur. On a bien Apple pour un ordinateur. Il y a d'autres règles sur les marques déposées, elles ne peuvent par exemple pas être des insultes. Le droit d'auteur, copyright. Alors là, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a même pas besoin de déposer quoi que ce soit. Cette vidéo est soumise à des droits d'auteur. Et pourtant, je suis en train de la faire, je n'ai même pas encore... Mais chaque mot que je prononce, chaque geste que je fais, la vidéo entière, m'appartient et est protégée automatiquement. Vous n'avez pas le droit de la réutiliser sans mon autorisation. Sauf dans certains cas, si par exemple vous voulez faire une critique ou si vous voulez parodier ma vidéo, vous avez le droit d'utiliser certains extraits pour le faire. Donc le droit d'auteur protège plein de choses différentes. Il protège des textes, des images, des photos. Il protège également du code informatique, des logiciels, etc. Alors il faut savoir que ce droit il est vraiment super parce que des fois on écrit par exemple un texte ou on fait une photo pour un ami qui a créé son entreprise et en fait des années plus tard l'entreprise a explosé et on peut faire valoir son droit d'auteur sur cette œuvre même si on n'a pas déposé. Un exemple très concret que j'ai pour ceux qui jouent à Minecraft, il y avait eu un conflit de droit d'auteur sur le poème à la fin du jeu vidéo. Pour ceux qui ont déjà joué, à la fin du jeu il y a un poème donc qui s'affiche. Et en fait, l'auteur qui a fait ce texte ne s'était pas vraiment mis d'accord avec Mojang sur quels étaient les droits d'auteur, est-ce que les droits étaient cédés ou non à Mojang. Et donc, même après l'explosion du jeu, il avait toujours les droits d'auteur sur son texte, et donc potentiellement la possibilité d'un recours face à Mojang. Ces droits d'auteur durent vraiment longtemps, ils durent 70 ans après la mort de l'auteur. Le droit d'auteur donne des droits économiques, donc exploiter l'œuvre, l'argent, reproduire, vendre des copies, créer une adaptation, et également des droits moraux, paternité de l'œuvre, respect de l'intégrité de l'œuvre, on ne peut pas modifier par exemple votre texte sans votre accord ou une image. Donc si je reprends par exemple mon exemple de Minecraft avec le poème, l'entreprise n'aurait pas le droit par exemple de supprimer une partie du texte en disant « Oh c'est trop long, donc j'enlève une partie ». C'est interdit parce que ça ne respecte pas le respect de l'intégrité. Et une confusion fréquente, ce n'est pas parce que vous achetez une œuvre que immédiatement, automatiquement, vous en possédez les droits d'auteur.
Par exemple, lorsque vous achetez une toile de peinture, vous possédez la toile, vous avez l'objet matériel, mais ça ne veut pas du tout dire que vous avez le droit d'en faire des t-shirts, de la reproduire. C'est toujours l'artiste qui possède ce droit, sauf, bien sûr, s'il fait un contrat avec vous pour vous céder les droits d'auteur. Et donc un exemple un peu d'actualité, ce sont les NFT. Mais c'est quoi un NFT? Après en fait l'ultra-monétisation de l'art dans le vrai monde, on commence à avoir une monétisation de l'art sur Internet. Les NFT en fait ce sont des œuvres d'art uniques qui n'appartiennent qu'à vous et que vous possédez sur la blockchain. La blockchain c'est le même système qui garde les crypto-monnaies et qui fait que vous avez la preuve que c'est bien vous qui possédez une telle somme d'argent ou un tel NFT. Généralement, les NFT, ce sont des images uniques dont le prix varie en fonction de la demande. Sauf que acheter un NFT ne confère pas les droits de l'image, et pourtant beaucoup de personnes pensaient cela. Par exemple, si j'achète ce NFT, ça ne me donne pas pourtant les droits sur l'image, donc je n'ai pas le droit de faire des t-shirts ou de le revendre. Sauf bien sûr, encore une fois, mention contraire. Bref, et donc il y a eu plein de problèmes, puisqu'il y a des gens qui ont acheté le NFT en pensant évidemment acheter le droit d'auteur qui allait avec, sauf que non. Ensuite, on a les designs ou les dessins modèles. Concrètement, c'est la protection de l'esthétique industrielle. Par exemple, la forme d'une chaise design, ou alors le motif d'un tissu. L'Union européenne permet l'enregistrement de dessins ou de modèles communautaires, valables 5 ans et renouvelables 4 fois. En gros, ça protège contre l'apparence d'un produit, c'est pratique pour le mobilier, la mode, etc. Dernier point, les secrets d'affaires. Et attention, c'est pas vraiment un titre de propriété intellectuelle comme les autres. C'est plutôt une protection confidentielle. L'Union européenne a adopté en 2016 une directive pour protéger les accords secrets. En gros, une information commerciale confidentielle, par exemple une recette, ça a une valeur. Et si on la vole ou qu'on la divulgue, on s'expose à des sanctions. Et bien sûr, la condition, c'est qu'il faut que les entreprises aient pris des mesures raisonnables pour protéger l'information. Donc en gros, protégez vos secrets si vous voulez que la valeur légale du secret d'affaires soit conservée. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'innovation, ça se protège. Ces protections, ça peut vraiment être un très bon atout compétitif, tout comme ça peut être un piège si jamais on ne fait pas attention à respecter les droits des autres. On ne peut pas tout maîtriser, bien sûr, mais ayez le réflexe de penser propriété intellectuelle dans vos projets. Avant-dernier point de cette vidéo, les données personnelles. Alors concrètement, c'est mon point préféré parce que dans l'informatique, en fait, on est vraiment très soumis à ce qu'on appelle justement le RGPD. Le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données qui est entré en vigueur en 2018. C'est une loi européenne ultra ambitieuse pour essayer de protéger la vie privée de nous tous. Qu'est-ce que c'est une donnée personnelle? Une donnée personnelle, c'est toute donnée qui est difficile à changer ou impossible et qui est à une personne physique. Par exemple, mon prénom, Vincent, c'est une donnée personnelle. Mon adresse mail également. En fait, concrètement, le RGPD, qu'est-ce qu'il fait? Le RGPD, il vous garantit que vos données restent toujours les vôtres. Une entreprise ne possédera jamais votre prénom, par exemple. Bon, en gros, l'Union européenne, elle voyait bien que les données personnelles, c'était n'importe quoi. Toutes les données de tout le monde circulaient dans tous les sens et il n'y avait absolument aucun respect de la dignité et des droits. Donc aujourd'hui, si vous gérez une entreprise, vous collecterez forcément des données personnelles, que ce soit sur des clients, sur des salariés. Et si jamais vous collectez des données personnelles sur des ressortissants de l'Union européenne, des personnes physiques, alors le RGPD s'applique. C'est une réglementation qui est harmonisée dans toute l'Union européenne. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle s'applique même aux entreprises hors Union européenne à partir du moment où elle gère les données de citoyens de l'Union européenne. Donc par exemple, Instagram, qui vient des États-Unis, doit respecter le RGPD et doit respecter vos droits, même si ce n'est pas une entreprise venant de l'Union européenne. Les principes phares concrètement, c'est la transparence, le consentement, la minimisation, la sécurité et le droit de la personne. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien en fait, les entreprises ou les organisations qui stockent des données sur vous sont obligées non seulement d'être transparentes, donc de vous expliquer comment est-ce qu'elles utilisent les données, elles doivent également minimiser les informations qu'elles stockent sur vous, donc en stocker le moins possible et le moins longtemps possible. Elles doivent demander votre consentement et s'assurer à ce que les données soient sécurisées. Et notamment en cas de fuite de données, des peines peuvent s'appliquer. Et ensuite, vous avez, comme j'ai dit, le droit à la personne, c'est-à-dire le droit d'accès à vos données personnelles. Le droit de la personne, c'est le droit, je trouve, le plus concret. C'est celui qui nous garantit qu'on peut à tout moment demander à une entreprise de nous envoyer l'intégralité des informations personnelles dont elle dispose. Donc aujourd'hui, si vous le voulez, vous pouvez aller voir Instagram et leur dire par mail ou sur l'application, c'est même possible en fait de demander sur l'application, de vous donner l'intégralité des informations qu'ils disposent de vous. Vous pouvez également rectifier les informations si jamais il y a des erreurs. Et vous pouvez également supprimer les informations personnelles vous concernant.
Vous avez peut-être déjà vu des fiches officielles venant de l'administration d'un lycée ou quoi, qui vous convoquent et avec en bas écrit un petit truc. Vous pouvez faire valoir votre droit de rectification des données à telle adresse mail. Et bien ça, c'est le RGPD qui vous le garantit. Le RGPD, en fait, il crée une instance par pays. Et donc, par exemple, nous en France, on a ce qui s'appelle la CNIL. La CNIL, c'est donc elle qui va faire appliquer le RGPD en France. Maintenant, parlons sanctions. Si par exemple vous manquez de respect au RGPD, c'est à la CNIL que vous aurez directement à faire. Bref, en gros, il vaut mieux investir en amont dans la conformité au règlement général de la protection des données, par exemple en rédigeant une charte de confidentialité claire, plutôt que de pleurer plus tard et de se retrouver avec des sanctions exorbitantes. On a eu des amendes records, par exemple 746 millions d'euros à Amazon, 400 millions d'euros à Meta, etc. Le RGPD, pour les entreprises, on peut considérer ça comme une grosse contrainte, mais c'est aussi un atout confiance. Une entreprise respectueuse des données aura certainement une meilleure réputation. Et puis l'Union européenne, elle veut donner avant tout du pouvoir aux citoyens. Je veux dire, on peut quand même demander à n'importe quelle entreprise d'accéder et de supprimer toutes les informations personnelles qu'ils ont sur nous. En tout cas, le RGPD, c'est clairement un incontournable du paysage légal depuis 2018, au même titre que la sécurité ou la durabilité. Et d'ailleurs, en parlant de durabilité, le dernier grand chapitre de cette vidéo, c'est le développement durable et comment l'Union européenne impulse un Green Deal à tous les étages. Vous avez peut-être vu passer le pacte vert, et très concrètement, c'est la grosse stratégie lancée fin 2019 pour faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Oui, oui, rien que ça. Atteindre zéro émission carbone nette d'ici 2050. Les objectifs principaux de ce Green Deal, c'est donc d'atteindre la neutralité d'ici 2050, et on a aussi un autre objectif, comme par exemple réduire les émissions de CO2 d'ici 55% en 2030. Il y a aussi un autre concept clé, c'est de découpler la croissance économique de l'utilisation des ressources. Donc en gros, continuer à prospérer mais sans piller la planète. Le Green Deal, c'est vraiment un énorme package transversal qui touche à tous les secteurs. Énergie, transport, agriculture, finance, industrie. L'Union européenne a pondu une quantité de lois, de fonds d'investissement verts pour pousser les entreprises à verdir leurs pratiques. On a donc en premier la loi européenne sur le climat qui rend juridiquement obligatoire l'émission neutre en carbone d'ici 2050. Donc c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment gravé dans le marbre de l'Union européenne. On a la taxonomie verte où en gros l'Union européenne a créé une liste d'activités économiques vertes pour guider les investisseurs. Comme ça, un fonds d'investissement saura tout de suite si un projet est aligné ou non avec les objectifs climatiques. Et donc ça évite le greenwashing. Il y a aussi l'économie circulaire, donc notamment l'Union européenne qui bannit certains déchets plastiques et qui impose aux industriels de faciliter la réparation et le recyclage. On a aussi le transport vert avec normes très précises sur le CO2 pour les voitures, le développement de bandes de recharge électriques. Bref, en gros, l'Union européenne veut vraiment essayer de contrôler et moduler la façon dont on se déplace. Et l'Union européenne prévoit également certains fonds pour aider les régions et les travailleurs affectés. Pas question de laisser certains sur le carreau, sinon on va se retrouver avec des gilets jaunes européens version climat. Pour une entreprise, tout ça signifie deux choses, contraintes et opportunités. Contraintes parce que bien sûr, il y a de nouvelles règles qui rentrent en jeu pour réduire l'impact carbone, mais opportunités parce qu'aussi de nouveaux marchés émergent. Et les financements publics affluent pour qui veut innover vert. L'Union européenne a vraiment mis des centaines de milliards d'euros sur la table. Bref, le Green Deal, c'est vraiment un tournant pour l'Union européenne. La conformité environnementale, elle deviendra certainement aussi importante que la viabilité financière. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce cours, c'était un peu long. Le droit, ça peut sembler un peu barbant, mais quoi qu'il en soit, c'est tout autour de nous. Et ça évolue constamment. L'Union européenne fixe les règles du jeu qui structurent le marché dans lequel on va évoluer. Le monde est de plus en plus connecté avec des risques, les guerres commerciales, mais aussi avec les opportunités, par exemple le marché de 27 pays unifiés. En connaissant les bases du cadre juridique, on se donne clairement un gros atout pour progresser plus sereinement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la commenter si elle vous a plu, et également à la partager. C'était Vincent Rouly pour un épisode hors série de la chaîne. Ciao!